Le spectateur doit accepter de croire que les images qu'il voit ont été tournées par les protagonistes. Les séquences d'ouverture en intertitres, cet écran noir avec un message qui apparaît avant ou après l'histoire, pour nous mettre dans une situation très réaliste, est récurrent dans les found footage. Il s'agit de prévenir le spectateur et de lui faire passer une sorte de contrat. Un mensonge pour nous faire croire à une histoire vraie. Bien souvent, c'est pour dire que les personnages ont disparu et qu'il faut les retrouver, comme si on était une sorte d'acteur témoin. Le spectateur tient un rôle important, puisque ceux qui ont analysé l'archive avant n'ont pas été capables d'en comprendre les faits. C'est différent de l'intertitre inspiré d'une histoire vraie, puisque le film ment consciemment, en nous disant que c'est la vérité, que les faits ont eu lieu. Il nie la fiction. Le jeu sur la réalité et la fiction est dans la forme mais aussi parfois dans le fond. Dans Trollhunter, l'existence des trolls n'est qu'une légende et des contes pour enfants, selon mon personnage, jusqu'à ce qu'il découvre que les créatures font partie de la réalité. De même pour le révérend, dans le dernier exorcisme, qui ne croit pas en l'existence des démons, et insiste sur le fait que ce sont des superstitions, jusqu'à ce que lui aussi se rende compte qu'il avait tort. La plupart des faux documentaires sur le paranormal commencent avec des réalisateurs dubitatifs, et presque moqueurs face à ses croyances, comme La sorcière de Blair ou encore L'hôpital hanté de Grave Encounters. Les films qui se basent plus sur le gore que sur des phénomènes paranormaux, comme avec les cannibales, les zombies ou les virus, ne passent pas par le dédain des preneurs d'images, car la situation est plausible et dégénère en décimant la population. On prend plus au sérieux des événements à grande échelle que des faits inexpliqués locaux. La tradition du found footage veut que les acteurs gardent les mêmes noms pour leurs personnages, ce qui renforce encore ce contrat de pseudo-vérité. Il n'y a pas d'acteur connu du grand public. L'intérêt est de renforcer notre identification et notre impression d'authenticité. Cela accentue aussi le côté amateur de ces films. La promotion virale et l'impact de ces films dans les consciences furent très importants. Souvent, pour présenter les films, on parle de réelle disparition des protagonistes. Aujourd'hui, il y a encore des gens persuadés que les acteurs du projet Blair Witch ont réellement disparu. En effet, la campagne marketing du film fut exceptionnelle. Afin de faire croire à la réalité des faits, les acteurs ont dû se cacher de leurs proches durant des semaines. Un site était ouvert avec des images présentées comme des documents réels pour les retrouver. À cette époque, cette théorie était donc plausible, et on pouvait faire croire facilement que tout était vrai. C'est le tour de force du found footage et le spectateur imprégné de ces rumeurs est convaincu de la véracité des images. Dans les tout premiers found footage, lorsque le spectateur était plus facilement dupe, il n'y avait jamais de générique de début et pas de nom sur l'affiche du film, car tout cela était présenté comme un prolongement du réel, sans mise en scène. Avec le found footage, l'idée est d'oublier qu'il y a des réalisateurs derrière le film, et de croire que les seuls réalisateurs sont les personnages que l'on voit à l'écran. En 1980, un culte du found footage, Cannibal Holocaust, fit un énorme scandale à sa sortie, à tel point que le réalisateur, Ruggero Deodato, a dû se rendre devant la justice italienne afin de reproduire les effets spéciaux, car il était accusé d'avoir réalisé un snuff movie. La rumeur grandissait que les protagonistes étaient réellement morts sur le tournage. Le réalisateur fut même obligé d'amener ses acteurs à la télévision pour prouver qu'ils étaient bien vivants. Plus récemment, Paranormal Activity a connu un succès mondial en jouant sur l'efficacité de ses images. Il n'a dévoilé que peu d'extraits de l'œuvre, mais surtout les réactions du public durant le visionnage. Comme le film n'a pas vraiment de scènes réellement spectaculaires et qu'il faut être plongé dans l'ambiance pour en ressentir la peur, cette campagne était une promesse de sensation forte. Dans notre remise en cause de la spectacularisation du cinéma, le found footage apporte plus de simplicité dans son esthétique, mais aussi pour sa bande sonore, puisque l'on suppose que la musique par exemple ne peut être qu'un son diégétique, et donc ancré dans l'univers des personnages. Tous les bruits que l'on entend sont enregistrés par la caméra, sans qu'il y ait un montage sonore par-dessus. L'absence de musique est un élément majeur de la montée de l'angoisse, puisqu'elle n'est pas là pour nous indiquer la menace ou au contraire un moment de relâchement. Certains films en found footage trichent un peu, en nous expliquant que leur film a été monté professionnellement, comme Chronique des morts vivants, par exemple, qui peut alors se permettre des transitions fluides et des musiques extradigétiques. Ces films sont passés par la post-production. The more voices there are, the more spin there is. The truth becomes that much harder to find. In the end, it's all just noise. La grande majorité des found footage du cinéma d'horreur sont réalisés avec des acteurs inconnus du grand public, voire débutants, et des réalisateurs qui s'effacent derrière leurs films pour que l'on oublie la fiction. Ces éléments sont notables, car ces œuvres ont réussi à devenir cultes sans aucune tête d'affiche, avec très peu de budget, et une mise en scène par des cinéastes méconnus, à une époque où le star system monopolise les salles. Le film en enregistrement trouvé s'éloigne des règles traditionnelles du cinéma. Bien souvent, ce sont des films à peu de frais, et volontairement minimalistes. Mais il existe des exceptions, comme par exemple Cloverfield de Matt Reeves, qui réussit à faire un blockbuster avec de nombreux effets spéciaux, mais entièrement tourné en found footage.
La particularité de ce film est qu'il appartient au sous-genre de film de monstres. Le found footage utilise le hors-champ, et c'est souvent incompatible avec ce genre de film, qui nous oblige à avoir une vue d'ensemble afin de découvrir le monstre géant ou le kaiju et les ravages qu'il cause dans la ville. Dans Cloverfield, on ne voit presque jamais le monstre, car c'est une créature gigantesque et que le personnage qui filme, caméra à l'épaule, ne nous montre que l'échelle humaine. C'est donc une œuvre originale qui mène un procédé technique aux antipodes du genre de film de monstre. Il montre peu et joue sur la suggestion. Trollhunter, qui traite également de monstres géants, a utilisé la même technique. En revanche, il peut se permettre de montrer un peu plus ses créatures, car celles-ci n'évoluent pas en ville, mais dans la nature, là où l'horizon est visible. De plus, voir du point de vue d'un être humain insiste sur la grandeur du monstre. Comme les Dents de la Mer nous l'a très bien appris, moins on dévoile l'ampleur de la bête, et plus c'est terrifiant. Utiliser le found footage pour le film de monstre est un pari risqué, mais finalement plus impactant parfois que d'exposer sa créature en vue aérienne. Vision très cinématographique, qui s'éloigne de notre réel. Lorsque le found footage est en vue subjective et nous montre son archive à travers une caméra, l'objet est dans la diégèse du film et dans sa narration. Elle est constamment présente, elle est un personnage à part entière mais aussi une arme. Il ne faut pas arrêter de filmer. La caméra permet de voir dans le noir grâce au night shot, de voir de loin grâce à un zoom, elle peut être équipée d'une lampe. L'enregistrement permet parfois aux protagonistes d'entendre et de voir ce qu'ils n'avaient pas remarqué. Mais au-delà de l'aspect technique, la caméra permet aussi de témoigner, de dénoncer, de prouver des faits ou d'appeler à l'aide. Elle est un moyen pour le personnage de se confronter à une situation surnaturelle et de se résoudre à y croire, ou simplement de voir ce qui est imperceptible à l'œil nu. Parfois, il a la présence du timecode qui nous indique l'heure ou la date et participe à ce sentiment d'immédiateté, ainsi qu'à l'intensification du stress dû au décompte de l'appareil. On peut noter aussi un jeu de mots intéressant pour les films anglophones. Pour dire filmer et tirer, l'expression est la même, to shoot. You're stuttering, Mr. Creed. Don't try to speak, just shoot. Shoot your picture, shoot for as long as your hard drive holds out. As long as you have power. Take this. It's too easy to use. Les images et l'objectif de la caméra sont des armes. Et comme les armes, ils peuvent être menaçants, protecteurs et même dangereux. Dans le dernier exorcisme, la caméra devient littéralement une arme mortelle lorsqu'elle se retrouve dans les mains de la possédée. On distingue deux types de prises d'image, principalement. La caméra à l'épaule, elle est facilement hystérique avec une prise de vue supposément improvisée, qui parfois va même jusqu'à créer un phénomène de cinétose dû au mouvement nauséeux de la caméra. Et puis, elle peut être fixe, avec un trépied, ou en étant une caméra de surveillance, ou encore une webcam. Elle est un personnage à part entière, et n'a pas toujours besoin d'un protagoniste pour filmer. La caméra peut être sous toutes les formes possibles, voire même intégrée à des corps ou des objets futuristes. Bien que cela paraisse logique, il n'est pas possible de faire un western ou un film d'époque en caméra épaule. On peut le faire en vue subjective ou par le biais d'archives, mais on ne peut pas justifier la présence de la technologie lorsque l'action du film se déroule avant son invention. Aujourd'hui, il y a aussi l'utilisation de différents types de caméras plus récentes et accessibles à tout le monde, comme la GoPro, le drone ou encore le smartphone. Dans The Gracefield Incident, le personnage va même jusqu'à se faire implanter une caméra dans l'œil. Le spectateur participe activement au film, puisqu'il voit tout à travers ce personnage caméra, bien souvent à travers l'œil du caméraman. Il y a donc une sorte de mise en abîme d'un film dans le film. Bien souvent, le found footage joue avec l'amateurisme de son personnage, comme preneur d'image, et avec les défaillances de la caméra. Il y a ce qu'on appelle des glitches, qui sont des erreurs numériques qui déforment l'image. Parfois, l'objectif même de la caméra est sali ou brisé. Le côté sale et amateur, ainsi que le manque d'esthétisme, renforcent l'abjection, le dégoût ou la révulsion que provoque le récit horrifique. Le fond et la forme se rejoignent. La caméra existe dans le film, on en parle, on l'installe, et on entend la voix de celui qui filme dans le hors-champ. Elle est indifférente, il n'y a aucune réaction quand personne ne la tient en main, même lorsque le surnaturel surgit. Elle peut avoir un mouvement automatique et balaye le champ dans un rythme totalement mécanique et déshumanisé. Comme celle de Paranormal Activity 3, qui ne nous épargnera pas les phénomènes paranormaux. La peur est renforcée par cette découverte progressive du décor. L'effet de surprise, d'attente et d'appréhension est présent à chaque mouvement. Le hors-champ dissimule les activités paranormales. Les bruits qui jouent sur la suggestion nous font imaginer le pire. C'est bien là la force de ce mouvement régulier et inexpressif. Car de façon inexorable, la caméra nous dévoilera ces images effrayantes.
Dans Cloverfield, la caméra est presque cruelle, puisqu'à la fin du film, alors que les héros sont sûrement morts, la caméra va automatiquement poursuivre sa lecture et recommencer sa bande, en repassant les images heureuses filmées avant la catastrophe. Le spectateur doit revoir ces images avec amertume à cause de l'automatisme insensible de la caméra. Elle fait renaître ses personnages dans le monde virtuel. Parfois nous apercevons l'objet en soi, le caméscope, lorsque le personnage passe devant un miroir ou lorsqu'il est filmé par une autre caméra. Lorsque celui qui filme lâche la caméra, c'est souvent qu'il est mort, et l'image qui ne montre donc pas le cadavre nous renvoie à la vision du sol de façon froide et totalement déshumanisée. Cela s'accompagne parfois de la perte du son et laisse l'imagination du spectateur finir l'histoire. Comme dans le projet Blair Witch, comme on ne sait pas vraiment pourquoi la caméra tombe dans la scène finale, de nombreuses théories sont nées, sorcières ou humains, paranormal ou meurtre prémédité. Certaines théories avancent même des doutes non seulement sur le coupable, mais aussi sur la victime. Qui avait la caméra entre les mains et l'a laissée tomber? Et pour quelle raison? Celui qui tient la caméra peut aussi se filmer lui-même, s'adresser à l'objectif directement, et donc à nous, spectateurs. S'adresser à la caméra est impensable dans le cinéma classique. Dans le found footage, les protagonistes nous regardent, nous interpellent, nous parlent, et nous sommes impuissants face à ce qui leur arrive ou à ce qu'ils vont commettre. Dans certains found footage, les personnages vont voir leurs propres images à l'écran. Ils voient exactement ce que nous voyons, ils sont donc spectateurs eux aussi. D'autres encore situent leurs actions au cours du tournage de films documentaires, voire même de films de fiction horrifique. Grave Encounters 2, par exemple, raconte l'histoire de spectateurs qui veulent découvrir si le premier Grave Encounter était une légende ou non. Et pour aller encore plus loin dans la mise en abîme, certains présentent leur found footage comme un long métrage. Véritable film dans le film, vidéo sur la vidéo, tournage dans le tournage, tout est brouillé, les personnages jouent des acteurs, les acteurs sont des spectateurs, les réalisateurs sont des personnages, etc., etc. Tous les codes du cinéma classique sont remis en question à partir du moment où le dispositif devient visible et assumé.